Au cœur de notre débat de ce samedi 5 avril 2025, la corruption, ce fléau aussi vieux que l'humanité, connaît dans la société contemporaine une ascension inquiétante, une véritable pesanteur qui entrave le développement économique de nos États. Comment comprendre ce fléau? Peut-on y remédier? La corruption est-elle un redoutable serpent de mer? Autant de questions qui alimenteront la réflexion autour de notre problématique de ce jour. La corruption dans nos États, peut-on y remédier? Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être Lumière du Monde Télévision. Le sujet du jour que je vous rappelle, la corruption dans nos États, peut-on y remédier? Voilà présenter les différentes articulations de ce numéro de Expression, ce rendez-vous bimensuel sur Lumière du Monde Télévision. Merci à tous d'être Lumière du Monde Télévision. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Je commencerai donc ce débat avec la haute autorité pour la bonne gouvernance, Monsieur Do. Comment définissez-vous la corruption? Pour être trivial, la corruption, c'est quoi? Merci, Colbert. La corruption, du point de vue, donc, de façon générale, j'allais dire, semble difficile. Un concept presque confus aux yeux de tous. Mais lorsque nous y allons à partir même de l'étymologie, c'est une altération, une dégradation de ce qui est sain ou propre au départ. Et ainsi, nous verrons que la corruption sera définie par certaines structures qui luttent contre la corruption en fonction donc des études qui ont été menées. On finit donc par dire que la corruption est l'utilisation abusive d'une position reçue par délégation à des fins privées pour l'enrichissement personnel ou d'un tiers. Vous voyez, notre texte national ne définit pas clairement la corruption, mais parle plutôt d'actes de corruption. Et donc, c'est quoi la nuance? La corruption et l'acte de corruption, ce n'est pas la même chose. La corruption, c'est une situation et l'acte de corruption est une forme ou un élément de la corruption. Ça peut être ce que nous appelons une manifestation de la corruption. L'approche définitionnelle, je pense que les deux précédents ont donné justement ce qu'il faut pour l'essentiel. Mais je voudrais juste ajouter, et M. Kouma même l'a comme on appelle, évoqué tout à l'heure, je voudrais juste ajouter qu'on parle de corruption active. Dans le cadre d'un individu, comme on appelle M. Do l'a indiqué tout à l'heure, qui va vers un autre individu pour lui proposer quelque chose. Ça, on parle de corruption active. Et puis, la corruption passive, c'est celui donc qui accepte justement de tomber sur, comme on appelle, ce que l'autre est en train de lui proposer. On parle donc de corruption qu'on appelle passive. Mais, M. Kouma l'a indiqué tout à l'heure, effectivement, il y a des formes de corruption et il y a des actes de corruption. Et ce sont ces actes-là qui sont définis dans l'ordonnance 661 concernant la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions civiles. Vous avez des actes qui sont, par exemple, la concussion, le trafic d'influence, l'abus comme on appelle, de fonction, le détournement de deniers publics. Et puis, il y a également ce que moi j'appelle les cousins de la corruption, qui sont donc les infractions assimilées, qui consistent à parler comme on appelle de l'enrichissement illicite, la question de cadeaux, etc., etc. C'est-à-dire que nous avons d'un côté le corrompant et de l'autre le corrompu. Exactement. Voilà, c'est bien dit. S'il vous plaît. On dirait plutôt le corrupteur, le corrupteur et le corrompu. Merci pour la précision. La Bible donne une définition un peu plus large de la corruption. La Bible dit que depuis que le premier homme a péché, la corruption est entrée dans sa vie et la corruption s'est étendue sur tous les hommes. Ça veut dire tout simplement que la nature de l'homme même est déjà une nature corrompue. Au cœur de notre débat de ce samedi 26 avril 2025, l'insécurité routière en Afrique, des accidents et des morts au quotidien, quelles solutions? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Expression, la tribune des grandes questions de société sur Lumière du Monde Télévision. Je me dis, si on parle de petite corruption, grande corruption, de mon point de vue, c'est la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous parlons de bureaucratie. Je vais vous donner un exemple d'une étude qui a été faite par le GIABA. Le GIABA, qui est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. C'est une structure qui dépend donc de la CEDEAO, qui a fait une étude sur l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest en 2022. Vous vous amenez justement à bien percevoir cela. Le GIABA nous dit ceci: la corruption a toujours constitué un frein majeur à l'émergence des économies ouest-africaines. Et il prend deux cas.
la corruption dans les régies. Voilà comment est-ce que ça se passe. Parce que les régies, c'est l'administration. Voilà. Donc ce sont des arrangements impliquant le plus souvent les opérateurs économiques et les agents de recouvrement fiscaux, par lesquels les premiers versent des pots de vin au second et payent en contrepartie des impôts et des taxes à des taux plus faibles que ceux prévus dans la législation fiscale et douanière. Dans certains cas, les opérateurs économiques versent ces pots de vin, vous voyez donc ces pots de vin, et obtiennent en contrepartie un effacement total de leurs dettes vis-à-vis de l'État. Concernant spécifiquement la douane, les enquêtes de terrain ont révélé des cas où des opérateurs économiques versent des sommes visant à accélérer les formalités douanières. Vous comprenez? Ça, c'est une étude qui a été faite. On parle de petite ou de grande corruption, il s'agit de corruption. C'est de la dégradation, c'est une altération, et cela nuit véritablement à l'économie du pays. Et vous voyez, vous-même, aujourd'hui, lorsque vous parlez, il y a un certain nombre d'expressions qui sont utilisées dans le cadre d'un pacte entre le corrompu et le corrupteur. On dira par exemple, paye mon café, on dit quoi? Fais, on va faire. Est-ce que tu n'as pas un tuyau? Je mange, tu manges. Justement, je vois que vous êtes bien informé. Donc, c'est la société. Tout ce dispositif, tout cet arsenal d'expressions pour tenter de cacher, de dissimuler, mais en réalité, dans le fond, c'est sérieux, c'est même grave. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que dans un secteur soit beaucoup plus vulnérable au phénomène de corruption par rapport à un autre? Plusieurs raisons. Tout d'abord, ce peut être l'encadrement juridique plus ou moins mis en place dans un secteur. Un secteur qui bénéficie d'un encadrement juridique qui est bien structuré et organisé, et bien sûr pourra résister à certaines réalités ou certains phénomènes de corruption par rapport à un secteur dit par exemple totalement informel. Les premières études qu'Afrobaromètre avait évoquées, avait faites, on s'est rendu compte que la justice était en tête en matière justement de secteur. La justice? Oui. En Côte d'Ivoire, comme un peu partout ailleurs, tous les secteurs d'activité sont impactés par la corruption. C'est vrai qu'une étude a été faite, a été menée et qui pointe certaines structures, mais en réalité, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de la justice, des transports, aucun secteur n'est vraiment épargné. Et c'est pour cela, à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, nous prônons des valeurs éthiques, tout ce qui relève de la déontologie. Il y a un certain nombre de dispositifs à mettre en place dans les administrations, dans les structures, afin d'amener les agents à s'engager véritablement à prévenir la corruption. Donc les chartes d'éthique, les codes de déontologie, les manuels de procédure, voilà autant d'instruments que nous prônons afin donc de réduire ce phénomène qui sévit, je l'ai dit, un peu partout. Pasteur, quand on dit que la justice est aussi impactée, est-ce que ce sont des signes d'une société en pleine déliquescence morale? Oui, ceux qui sont censés rendre la justice quand ils sont à la tête de la corruption, c'est très inquiétant pour la nation. Je pense qu'on est vraiment dans un cas où la nation tend vers la ruine. C'est un phénomène mondial, pas seulement la nation. On parle de la société en général. Oui, je parle de la société en général parce que la corruption, c'est un État. Docteur, Monsieur Kouman, auriez-vous des chiffres de l'indice de perception de la corruption, on va dire dans le monde? Vous êtes à Transparency International. Tout à fait. Quel est l'indice de perception de la corruption? Très bien. S'agissant de l'indice de perception, certainement nous allons évoquer l'indice de perception de 2024 qui semble relever de l'actualité. Et de ce point de vue, on peut noter que pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, qui glane 45 points et qui lui donne la possibilité... J'aimerais qu'on reste sur le plan international. La Côte d'Ivoire, M. Ziva va en parler. Mais il n'y a pas de problème. Alors, donc, toujours s'agissant de l'indice de perception de Transparency International, la moyenne mondiale se situe autour de 43 points. Ça, sur 100. Il convient de... C'est inquiétant?
Oui, c'est une stagnation, dit l'indice de perception que les... Vous avez parlé de 2024. Est-ce Oui. qu'il y a une évolution par rapport aux années précédentes? Il faut dire que c'est annuel. Et donc, nous avons les données de 2024. 2025 étant toujours... Non, je parle des années précédentes, 2023. Oui, on a des données. On a des données de 2023. Est-ce qu'il y a une évolution ou ça stagne? Pour ce qui est de l'indice ou de la moyenne mondiale, il y a une stagnation depuis environ plus de 5 ans. Est-ce que c'est le résultat de vos luttes, de vos sensibilisations? Enfin, quand je parle de stagnation, c'est la stagnation dans le combat, dans l'évolution vers des sociétés moins corrompues, en fait. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire que c'est flatteur. Je parle de la moyenne mondiale de 43 sur 100. Moi, je pense que vous abordez les chiffres. Est-ce que, quand vous dites que les chiffres stagnent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution? Cette moyenne, en termes de points qui stagnent, ce n'est pas une bonne orientation. C'est ce que je voulais. On n'évolue pas vers le bon sens. Voyez-vous, par rapport, par exemple, à la Côte d'Ivoire, qui était à 37 et qui se retrouve, par exemple, à 45 points. Vous revenez sur la Côte d'Ivoire. Ouais. Non, je fais la comparaison pour mieux présenter, en fait, les choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que le combat mené sur le terrain a quand même des résultats? Oui, c'est de façon, je vais dire, de façon générale. Transparency, et ne serait-ce que l'indice a permis aujourd'hui de jeter vraiment une lumière qui permet de comprendre aujourd'hui quels sont les dangers et à tel point la corruption constitue un phénomène dévastateur pour les droits de l'homme, pour le développement, pour la démocratie et même pour la lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui. Madame disait que c'est plutôt les agents du ministère qui délivrent les permis de conduire. Tout à fait. Ils ne font que la formation en amont. Le ministère des Transports délivre les permis de conduire. Et lorsque nous avons constaté qu'il y avait des failles dans le système, le ministère a commencé à digitaliser les activités qui débouchent sur la délivrance du permis de conduire. À partir déjà de l'inscription à l'auto-école et de la constitution du dossier. C'est dématérialisé et c'est fait de telle sorte que l'ouverture du dossier ou l'accès au dossier ne se fait que par les empreintes du titulaire du dossier. C'est une disposition sécuritaire qui a été prise. La deuxième disposition sécuritaire, c'est que l'examen théorique aujourd'hui est automatisé. C'est-à-dire que vous venez, vous vous présentez devant un ordinateur, ce n'est plus devant un inspecteur, une personne physique, et c'est fait à dessein, justement, pour diminuer l'intervention humaine dans la délivrance de ce permis de conduire. Si bien que, ça c'est des activités qui ont commencé depuis 2022 réellement sur le terrain. Est-ce que cela a contribué à réduire, comme vous le disiez? Absolument, et donc on va le constater avec le temps qu'il y a beaucoup d'améliorations dans l'obtention du permis de conduire. La Cour des comptes étant l'organe supérieur de contrôle en Côte d'Ivoire fait effectivement bien son travail et nous nous en réjouissons. Il faut le dire, lorsque le rapport est publié, il y a bien sûr des commentaires qui vont ça et là, et les structures compétentes donc s'en saisissent pour mener des études en vue de voir pourquoi véritablement il y a persistance de la corruption dans certains secteurs. Et alors, nous pourrons adresser des réponses claires. Donc, c'est ce qui est fait. Nous exploitons donc les rapports de la Cour des comptes et en temps opportun, vous en aurez les résultats. Sur la question, je suis un peu perplexe parce que moi, j'ai lu effectivement le rapport concerne 2022. Alors, ça concerne des projets, 14 projets au total, 14 projets qui proviennent justement des bailleurs de fonds. Alors, quand la Cour des comptes s'est saisie du dossier, ils ont interrogé le ministre en charge justement du budget. Le ministre leur a répondu que les bailleurs de fonds ne leur ont pas mis à leur disposition les instruments, les éléments nécessaires pour pouvoir, comme on appelle, justifier cela. Ils ont donc apporté la réponse à la Cour des comptes et la Cour des comptes, dans le document que moi j'ai ici, la Cour des comptes a pris acte. Alors la question que je me pose, quand vous lisez également aussi les documents de la Cour des comptes, on dit qu'il faut obligatoirement donner de la documentation quand ils sont en train de faire justement les audits. Le fait de ne pas donner justement cela n'est pas justement, comme on appelle, c'est condamnable. Alors donc, dans ces conditions, comment on peut prendre acte
Alors que justement, dans vos dispositions, vous dites qu'il faut donner justement de la documentation et que cela est comme on appelle obligatoire. C'est là que j'ai un petit souci. Monsieur Tressia, on revient à votre article « Un jeune, un permis de conduire » que vous dénoncez. Dites-nous, qu'est-ce que vous dénoncez concrètement? Qu'est-ce que vous reprochez à cette politique? En fait, c'est une des causes de ces accidents. Parce qu'il y a plusieurs causes. Hein. C'est une des causes. Parce que, comme je l'ai dit au début, nous étions 17. Un moniteur d'auto-école est venu nous recenser dans une entreprise qu'il ne nommerait pas. On était 17. Il est venu une fois pour 1 heure, il nous a montré les stops et autres. Et puis il est allé, il est retourné. 2 ou 3 semaines plus tard, il dit, bon, vous allez passer le code. On s'étonnait. Mais, à notre grande surprise, un de nos patrons, il était avec nous, on lui montre le panneau stop. Il dit, oui, c'est stop. Il dit, mais stop, ça signifie quoi? Mais ça veut dire stop. Mais ça signifie quoi, stop? Arrêt obligatoire. Il n'a pas dit ça. Il dit, non, c'est ça qui est là, c'est ça. Et puis, il a eu son code. C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu à une seule question même. Et puis, il a eu son code. En conclusion, je salue l'initiative de l'informatique parce que là, quand on vient maintenant, on parle à un ordinateur. Et puis à un autre humain. Pour faire des soumets. Voilà. Et même quand on allait passer la conduite, le moniteur il vient et puis c'est lui qui passe les vitesses pour toi. Et puis tu roules. Non, mais ce n'est pas ça. Moi j'ai vécu ça. D'accord. Ce n'est pas comme on m'a raconté. Vous représentez le patronat des auto-écoles. C'est une. Donc si je viens maintenant sur un permis, un jeune. Elle va répondre. Non, je vais ajouter en même temps. Pourquoi j'ai décrié ça? Si nous, à notre petit niveau de 17 personnes, une autorité municipale, pour sa campagne, par exemple, faire une opération, un jeune, un permis. Et puis il y a 1000 personnes qui s'inscrivent. Pensez-vous? Et puis il n'y a aucun qui échoue. Quand même, tout le monde ne peut pas être aussi intelligent pour passer le permis comme ça. C'est pourquoi je salue le show de l'informatisation du passage du code. Voilà. En plus des comités locaux dont j'ai parlé, il y a que nous formons les différents acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre la corruption. Soit ces acteurs-là viennent au siège de la haute autorité, soit nous allons vers eux. Et nous avons ainsi formé plusieurs ONG, parmi lesquelles Social Justice, ALACO et autres. Il y a eu des activités donc, conjointes avec ces structures. Nous avons également nous enregistrons sur le terrain, en région, les déclarations de patrimoine des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. Et ça aussi, c'est une avancée importante. Également, des caravanes anticorruption sont menées dans les établissements scolaires. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Ah oui, on leur dit que déjà, il faut apprendre la responsabilité, éviter de tricher. Vous voyez, aujourd'hui, même lorsque vous êtes à la maison et que l'un des enfants arrive par inadvertance à casser un bol, mais tout de suite, il va chercher à dire à l'autre, pardon, ne dis pas cela à maman. Si tu ne dis pas, tiens, je te donne 200 francs. Voilà comment déjà les germes de la corruption naissent. Et c'est pour cela que nous estimons qu'il faut déjà, dès la base, commencer à inculquer ces valeurs-là de transparence, de responsabilité aux enfants. C'est pour cela également que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a initié l'introduction de curricula, de modules de formation sur la lutte contre la corruption dans les programmes scolaires. Parce que les BACA, moi j'ai fait une étude sur les BACA publiée en 2020 et l'autre publiée en 2021. Sur un seul BACA, il y a au moins 3 chauffeurs. Il y a celui à qui le propriétaire a donné le véhicule. Et lui, il donne à quelqu'un qui lui aussi donne. Donc, le chauffeur roule pour faire 3 recettes. Parce qu'il y a ce que le premier propriétaire va avoir, le deuxième va avoir, et lui aussi, il va avoir pour lui. Vous allez les voir en train de raser sur les plates-bandes des piétons, tout ça, il ne respecte pas les feux. Et il a plusieurs photocopies de son permis qu'il laisse avec des billets de 1000 francs, 2000. Et sa pièce n'est jamais bloquée parce que la pièce n'est pas là. Et ce sont des Nyambros qui vont aller pour des discussions. Donc ce sont des choses réelles. Et si on n'a pas des études ponctuelles pour amener l'État avec des propositions concrètes à prendre des mesures coercitives, je suis d'accord qu'il y a la coercition, on peut réguler les comportements, mais aujourd'hui, les facteurs sociaux, là, ça ne se règle pas en un seul point, en un seul décret. Rapidement, quelles sont, selon vous, les causes sociologiques de cette flambée de la corruption aujourd'hui?
Les causes, il y en a évidemment nombreuses. Les causes sont nombreuses. Je pense même que plus ou moins on les a déjà abordées à travers qu'on appelle l'émission Trottoir, où on vous parle des questions de la défaillance totalement de, comment on appelle, de l'être humain lui-même. Ce qu'on a parlé d'altération, à partir du moment où la conscience même est altérée, c'est cela. Bon, et puis il y a le gain facile. Tout le monde veut aller très très rapidement pour avoir de l'argent facilement. C'est vraiment dommage. C'est un peu cela. Et puis bon, il y a aussi des aspects, j'allais dire, institutionnels qui favorisent un peu cela. Je l'ai indiqué qu'il y a un auteur qui définissait la corruption comme étant une sorte de monopole plus la discrétion et qui donne donc le manque de responsabilité. Donc il y a un peu ces aspects-là. Mais aujourd'hui, j'avoue quand même qu'au niveau institutionnel, en Côte d'Ivoire, pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a tout ce qu'il faut en réalité pour pouvoir lutter contre la corruption, de mon point de vue. Parce qu'on s'est battu pour la mise en place de ces institutions-là. Les instruments existent. Il faut donc qu'on fasse en sorte que ceux qui sont à la tête de ces structures-là puissent faire correctement leur travail. Qu'on leur donne justement les moyens pour qu'ils puissent appliquer les tests. En Côte d'Ivoire, j'avoue que nous avons tout ce qu'il faut. Merci à mes téléspectateurs. On se retrouve avec beaucoup de plaisir pour un autre plateau de votre émission Expression. Merci et bonne journée. Dieu vous bénisse.